Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins se demandent tous les jours si la philosophie est universelle, en compagnie de Marianne Chassor, Tristan Grenassia, Géraldine Mosna-Savoie, Antoine Ravon et Samuel Legendre, à la réalisation lilloise cette semaine Nicolas Berger, à la lecture occidentale des textes Jean-Louis Jacopin, avec aujourd'hui à la prise de son et à l'équipe technique Tanguy Lecorneau, Pierre Quintard, Jean Fromentin et Stéphane Demer. À 10h51, vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous donnera à entendre ce que les philosophes pensent du droit. Penseurs et philosophie d'Afrique, 4e et dernier temps. Après Souleymane Bachir Diagne, qui lundi s'est interrogé sur l'existence d'une ou deux philosophies africaines. Après le même Souleymane Bachir Diagne, accompagné de l'anthropologue Jean-Loup Hamsel, qui sont venus débattre mardi des liens entre post-colonialisme et universel, ainsi que des liens encore plus tendus entre Afrique et droits de l'homme. Après, hier, le philosophe Émile Kenmonier, qui est venu se demander, pour vous, à quel type de rationalité appartiennent les maladies paranormales. Nous allons aujourd'hui interroger les liens littéraires entre négritude et métissage, en présence de 2 invités. Tout d'abord, à ma gauche, Henri Lopez. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes écrivain, homme politique et diplomate congolais, ambassadeur du Congo en France depuis 1998, l'auteur de plusieurs ouvrages, Sur l'autre rive, paru en 1992, Les chercheurs d'Afrique, qui est reparu au Seuil en 2006 notamment. Et à votre gauche, donc à ma gauche également toujours, se trouve Romuald de Fonquois. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature francophone à l'Université Paris 4 Sorbonne, où vous dirigez le Centre international d'études francophones. Et vous avez publié récemment, en 2013, aux éditions Perrin, un ouvrage consacré à Aimé Césaire qui vient de reparaître en poche aux éditions Complexes. Cette émission, comme toutes celles de cette semaine, est enregistrée depuis le grand auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille, où se tient en ce moment et jusqu'au 26 novembre les 18e Semaines européennes de la philosophie, organisées par le festival Cité Philo, qui a invité cette année les plus grands penseurs africains auxquels nous donnons la parole cette semaine. Pourquoi m'enfermerais-je dans cette image de moi qu'il voudrait pétrifier ? Pitié, je dis, pitié. J'étouffe dans le ghetto de l'exotisme. Non, je ne suis pas cette idole d'ébène, humant l'encens profane qu'on brûle dans les musées de l'exotisme. Je ne suis pas ce cannibale de foire, roulant des prunelles d'ivoire pour le frisson des gosses. Si je pousse le cri qui me brûle la gorge, c'est que mon ventre bout de la faim de mes frères. Et si parfois je hurle ma souffrance, c'est que j'ai l'orteil pris sous la botte des autres. Le rossignol chante sur plusieurs notes. Fini mes complaintes monocordes. Je ne suis pas l'acteur tout barbouillé de suie qui sanglote sa peine, bras levés vers le ciel sous l'œil des caméras. Je ne suis pas non plus statue figée du révolté ou de la damnation. Je suis bête vivante, bête de proie, toujours prête à bondir sur la vie qui se moque des morts, à bondir sur la joie qui n'a pas de passeport, à bondir sur l'amour qui passe devant ma porte. Je dirais Beethoven, sourd, au milieu des tumultes, car c'est pour moi qui peut mieux le comprendre qu'il déchaîne ses orages. Je chanterais Rimbaud, qui voulut se faire nègre, pour mieux parler aux hommes le langage des genèses. Et je louerais Matisse, et Braque, et Picasso, d'avoir su retrouver sous la rigidité des formes élémentales le vieux secret des rythmes qui font chanter la vie. Oui, j'exalterai l'homme, tous les hommes, j'irai à eux, le cœur plein de chansons, les mains lourdes d'amitié, car ils sont faits à mon image. Alors, quelle meilleure façon de définir peut-être ce qu'est la négritude et les écrivains qui se revendiquent de ce concept-là que de donner à entendre ce poème de Guy Tyrolien qui s'intitule « Ghetto », qu'on trouve dans le recueil Balles d'or, et dans lequel on y entend, Henri Lopez, cette revendication d'un état de fait qui ne peut plus continuer et qui appelle à une espèce de devenir. C'est un poème, je crois, extrêmement important.
au sein de la négritude, parce que c'est une espèce de dissidence par rapport au mouvement général de la négritude. Guy Tyrolien n'a pas fait de coup d'éclat. Ce poème a eu d'abord une diffusion, je dirais presque confidentielle. Il l'a reprise dans Baldor. Et comme vous le voyez, il y a là-dedans une préoccupation, le désir de clamer. Disons que Tyrolien avait peur, au sein de la négritude, de tomber dans l'exotisme. Et alors qu'avant, il avait écrit « Adieu, adieu foulard », ce qui voulait dire que la complainte bien connue « Adieu foulard, adieu madras », il dit « Adieu à adieu foulard », c'est-à-dire qu'il refusait un premier exotisme qui était celui des écrivains notamment haïtiens qui avaient pour modèle le Parnasse. Et là, c'est un nouvel adieu qu'il fait avant De Pestre. De Pestre écrira « Bonjour, adieu la négritude », mais Tyrolien, bien avant, dit « Je ne veux pas rester simplement là, je dirai Beethoven, je dirai Mozart, je dirai Matisse ». Et c'est donc une ouverture. Et alors, permettez-moi de faire allusion à une expérience personnelle. Ce poème, je l'ai découvert par Thérèse Tyrolien, la femme de Tyrolien, qui est toujours vivante et qui était alliée à moi de manière familiale, puisque j'avais épousé une Guadeloupéenne qui était proche des Tyroliens. Et donc, nous parlions, et je lui ai dit, c'est dommage que Guy s'enferme dans la négritude. À l'époque, je trouvais qu'il fallait dépasser la négritude, et je m'en séparais. J'étais encore étudiant. Et elle m'a dit non. Elle a pris Baldor, elle a pris ce poème, et elle me l'a décortiqué. Et j'avoue que cela m'a ébranlé. Et j'ai vu donc que chez Tyrolien... Alors malheureusement, Tyrolien n'a pas beaucoup écrit. Il a terminé sa vie de manière assez, pas tragique, mais triste. Il n'est pas sur le plan matériel. Il a vécu correctement de ce point de vue jusqu'à la fin de sa vie, mais il avait un diabète de type 2 et il a dû être amputé. Et il était chez lui à Marie-Galante, dans sa villa qui surplombe toute l'île. Et à chaque fois que j'allais à Marie-Galante, je lui rendais visite et je lui dis « Mais pourquoi tu n'as pas écrit plus ? Tu as annoncé quelque chose avec Ghetto, justement. » Et il m'avait répondu « Je ne sais pas si je suis un écrivain. Au fond, je suis essentiellement un esthète qui aime lire, etc. » Donc, c'est un poème méconnu. Je vous sais de l'avoir mis en valeur aujourd'hui. Mais vous dites que vous avez voulu à un moment sortir de la négritude. Peut-être qu'on peut essayer de préciser les choses, Romuald Foncois, sur le mouvement même, je ne sais pas si on peut appeler ça un mouvement de la négritude. Ceux qui le revendiquent, à partir des années 30 notamment, veulent se libérer d'une oppression, d'une forme de ghettoisation dont parle Guy Tyrolien. Et pourtant, c'est comme si ce mouvement-là avait conduit à une autre forme d'emprisonnement, puisque des écrivains ensuite vont en appeler une libération de la négritude. C'est un peu le paradoxe de la négritude, c'est d'avoir été un mouvement plutôt qu'une école, un mouvement de libération, précisément, de libération du carcan dans lequel étaient enfermés les nègres, les noirs, à cause de l'esclavage et de la colonisation. Et c'est vrai que le grand cri nègre poussé par un certain nombre de poètes, Senghor, Césaire, Damas, le trio, fondateur de la négritude, ce grand cri nègre a pu, après plusieurs années, passer pour une forme de discours rétrograde, une forme d'enfermement. Et c'était peut-être le danger. Et c'est un danger qui ne vient pas du tout de la poésie, c'est un danger qui vient des circonstances politiques qui ont permis justement l'évolution de ce mouvement. Il est assez intéressant que
que l'on ouvre cette discussion avec Guy Tyrolien. J'avoue que c'est peut-être pas par lui que j'aurais commencé, mais c'est assez intéressant pour deux raisons au moins. L'une, c'est qu'il s'agit effectivement d'un poète qui est un poète aujourd'hui méconnu, un peu oublié, dont les œuvres ont été publiées à Présence africaine, je le signale à toutes fins utiles, hein, Baldor et Feuilles vivantes au matin. Et il me semble que c'est assez intéressant d'ouvrir par lui, parce que précisément, cela montre d'une part que la poésie de la négritude, ce n'est pas simplement Senghor, Césaire, Damas, mais il y a effectivement une foule d'autres poètes de cette génération-là, très très nombreux, qui ont publié dans le cadre de la poésie un certain nombre de textes qui renvoient bien sûr à ce mouvement. Et c'est d'autant plus intéressant, deuxièmement, que le titre du recueil dont est tiré Ghetto, c'est Baldor. Et il faudrait prendre Bal, B-A-2-L-E-S. Eh ben oui, il faut prendre oui, évidemment, il vaut mieux ne pas danser là. Je crois qu'en fait, il faut prendre les mots totalement pour ce qu'ils sont et avec l'essence qu'ils ont. Les balles sont les balles de la négritude, bien sûr. C'est la lutte. C'est le combat. La négritude était une arme de combat contre le colonisateur et contre les esclavagistes, mais c'était des mots, pour reprendre l'expression de Césaire, des mots qui pouvaient être des mots d'or. Et je pense que d'une certaine façon, la poésie ici vient en quelque sorte corriger de façon heureuse le sens qui pourrait être le sens justement du combat négatif, si l'on estimait que ce combat pour le nègre pouvait enfermer justement celui-ci dans une sorte de ghetto. Et sortir du ghetto suppose à la fois dire que l'on est nègre sans doute, mais que l'on est capable du ghetto de lire le monde, du ghetto de comprendre le monde, du ghetto d'entendre le monde. Et il n'est peut-être pas inutile de rappeler que les figures qui sont convoquées dans le poème, Beethoven, Rimbaud, Matisse, Braque et Picasso, ce sont les grandes figures de l'art, les grandes figures de la poésie et même les grandes figures de la musique, en fait, les grandes figures de ce qu'on considère en général comme étant la culture occidentale, en allant vite, mais des cultures qui, d'une certaine façon, ne sont pas justement des cultures occidentales. Parce que Beethoven, qu'on le veuille ou non, c'est quand même pas la musique occidentale en tant que telle, puisqu'il y entend quelque chose qui renvoie au nègre. Rimbaud, c'est l'Européen qui a voulu se faire nègre. Je ne dis rien de Picasso, dont on pense effectivement qu'une partie de son art est une partie nègre, même si pendant longtemps il a dit qu'il voulait résoudre son propre problème d'artiste et qu'en fait il ne connaissait rien à la peinture noire, ce qui est sans doute vrai, mais on sait également le rapprochement que cette peinture peut entretenir avec celle de Wilfredo Lam, qui effectivement, n'est-ce pas, est bien une peinture nègre, et la jungle de Wilfredo Lam renvoie précisément, n'est-ce pas, à toute la poésie picturale de Picasso. Il me semble qu'il y a là effectivement une sorte de référence à l'idée que cette négritude-là n'est pas une négritude qui est fermée sur elle-même. Mais c'est toute l'ambivalence quand même de cette négritude revendiquée par ces écrivains, c'est que d'un côté il s'agit de lancer un nouveau mouvement précisément en revendiquant cette négritude, donc un mouvement sans maître, sans modèle, ce sont les premiers à s'inscrire dans ce mouvement-là, et en même temps ça implique de ne pas s'exclure totalement de ceux qui les précèdent, puisque là on voit qu'ici effectivement Beethoven, Matisse ou Picasso, il y a un jeu à la fois d'indépendance, pour sortir d'une forme de domination et donc d'un maître, et en même temps une non-exclusion de ceux qui peuvent faire office de maître, disons, voire de modèle, d'un point de vue purement esthétique. Peut-être qu'il y avait dans le discours des maîtres de la négritude une dimension qui est une dimension stratégique, pour une part, une dimension qui est une dimension historique. Stratégique, se situer dans la suite et la continuité de quelque chose qui a déjà existé et qui a été oublié, justement, par les sociétés occidentales, et une continuité en ce que la poésie de la négritude est, d'une certaine façon, un prolongement de la poésie. Effectivement, ici, Guy Tyrolien cite Rimbaud, mais il faudrait rajouter Mallarmé, Lautréamont, comme l'a fait Senghor dans un certain nombre de ses essais, ou comme l'a fait justement Césaire. Pourquoi ? Parce que je pense, pour reprendre une formule que j'emprunte à Senghor, qui est là absolument stratégique, à savoir que la poésie est nègre et que les bons poètes sont nègres. C'est-à-dire que les bons poètes européens, Mallarmé par exemple, est un nègre. Et quand on lit le discours de Senghor de ce point de vue, on s'aperçoit que c'est intelligemment fait, à savoir qu'il s'agit d'établir une sorte de congruence entre poésie nègre et poésie. Les écrivains de la négritude sont des poètes, donc des nègres. Les poètes occidentaux sont nègres parce que poètes. Et je pense qu'il y a là une relation qui est absolument intelligente et qui permet alors là de rappeler à la société occidentale, pour reprendre une expression que j'emprunterai à Césaire cette fois-ci, discours qu'il prononce en avril 1966 à Dakar, au fond, l'Europe n'a pas toujours été ce qu'elle croit nous montrer. Il y a peut-être quelque chose d'autre. Henri Lopez. Oui, c'est surtout pour les auditeurs. Vous avez souligné tout à l'heure la nécessité de rappeler que
ces notions ne sont pas des notions implicites pour tout le monde aujourd'hui, en 2014. Moi qui écris, par exemple, en utilisant l'ordinateur, souvent le correcteur, lorsque j'emploie nègre, souligne et met injurieux. Et je constate que beaucoup de gens ont peur d'employer ce mot nègre. Et effectivement, alors c'est une mise dans sa dimension historique du mot. Ce fut une insulte. Ce fut une insulte contre laquelle nous nous battions. Et c'était une injure suprême. Et ces jeunes gens de la négritude se réapproprient le mot. Je crois qu'il faut le rappeler. Et le faisant, ils ont subi une critique, quelquefois par nous, moi qui suis de la génération suivante, disant mais on risque de tomber dans le racisme à rebours. Et eux, certains d'entre eux, ont introduit cette nuance. On la trouve, pour être honnête, on la trouve déjà chez Césaire. Il y a de même que chez Jacques Roumain, laïcien, de même que chez Senghor. La nuance chez Senghor, c'est le glissement vers la notion de métissage. Mais alors, chez Tyrolien, pardonnez-moi de m'appesantir un peu sur le personnage, parce que je crois qu'il a été oublié. On le connaît surtout par son fameux poème « Seigneur, je suis très fatigué, je ne veux plus aller à leur école ». Donc, c'était justement l'entrée dans la négritude. Je le rappelle parce qu'il y a une autre caractéristique chez Tyrolien, c'est que tous les poètes de la négritude, je ne dis pas les écrivains parce qu'il n'y a pas de romanciers de la négritude, il n'y a que des poètes. Tous les poètes de la négritude n'emploient pas le jeu, ou quand ils parlent de jeu, c'est d'un jeu collectif. Le premier à en parler, comment dirais-je, à nous donner une poésie intime, c'est Tyrolien. Dans l'anthologie de la poésie nègre et malgache, il y a un de ses poèmes qui s'appelle « Variation sur un thème de souffrance vécue » qu'il n'a pas repris dans Baldor. Et c'est le seul poème de toute l'anthologie où il est question d'une peine d'amour. Donc, je crois que c'est intéressant, c'est que chez cette école de la négritude, qui faisait bloc, pourquoi ? Pour une raison qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, il y avait peu de Noirs dans le paysage où vivaient ces jeunes étudiants, c'est-à-dire la France. Moi, j'ai fait mes études secondaires à Nantes, par exemple. Je connaissais tous les Noirs de Nantes. Quand il en arrivait un nouveau, on allait lui demander depuis quand il était là et d'où il venait. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Deux Noirs qui se rencontrent dans le métro, ils ne se disent pas bonjour aujourd'hui. Et alors qu'à l'époque, donc, il y avait ce désir à la fois de faire équipe dans la négritude et puis en même temps, les personnalités étaient différentes. Chaque poésie avait sa personnalité. Léon Gontran Damas, par exemple, est encore particulier. Vous avez dit tout à l'heure, Henri Lopez, que pour vous, la négritude Enfin, en tout cas, vous aviez pensé à un moment de votre vie qu'il fallait dépasser la négritude. On va revenir sur cette question à partir de la voix de Léopold Sédar Senghor, qu'on va entendre tout de suite dans Négritude, culture noire. C'était en 1977. Écoutons-le. La négritude ghetto noir, la négritude raciste devant la Deuxième Guerre mondiale, en effet, nous l'avons dépassé. L'hitlérisme nous a ouvert les yeux. Mais la négritude, comme culture différente, je pense que cette négritude ne sera pas dépassée, ne doit pas être dépassée. Tout en nous ouvrant aux autres cultures, nous devons être enracinés dans nos propres cultures, parce que nos propres cultures sont les fruits de l'histoire, sans doute, mais aussi de la géographie, qui est rarement dépassée. Nous ne sentons pas comme les Blancs. Nous ne pensons pas comme les Blancs. Nous ne rions pas comme les Blancs. Nous ne réjouissons pas comme les Blancs. J'ai là des objets d'art négro-africain. Ce qui les distingue avant tout, c'est le rythme
Par exemple, quand je suis allé il y a 2 ans en Roumanie, que j'ai visité des sections de préhistoire, j'ai tout de suite reconnu le paléolithique supérieur au rythme nègre. Vous voyez, nous avons notre propre rythme que nous sommes en train d'imposer au monde. Un de mes amis, le peintre Soulage, me disait, vous voyez, vous avez là-bas, n'est-ce pas, une gouache de lui, me disait, l'esthétique négro-africaine, c'est l'esthétique même du XXe siècle. Romuald de Fonquois et Henri Lopez, ce qui est frappant quand on écoute Senghor, c'est que, alors que tout au cours de cette semaine d'émission, depuis lundi dernier, nous avons insisté sur peut-être l'importance de ne pas essentialiser ce que serait la philosophie africaine ou la pensée africaine, on a l'impression ici que c'est l'inverse, qu'il y a une revendication de ce que lui nomme la négritude, qui se définit de manière négative par rapport aux Blancs. On l'entendait dire, nous ne pensons pas comme les Blancs, nous ne sentons pas comme les Blancs. Est-ce que le danger, et ce qui est peut-être une raison d'appeler à un dépassement de la négritude, n'est pas de tomber dans cet essentialisme, et donc dans une forme de particularisme qui va forcément opposer les Noirs d'un côté et les Blancs de l'autre. Comment, à partir de cette séparation-là, on peut aller ensuite vers une forme de réconciliation ou d'une écriture qui ne soit pas que stratégique, comme vous le disiez tout à l'heure. Henri Lopez. C'est ce que je pense aujourd'hui. C'est-à-dire que, et notamment le métis que je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui, à un moment de sa vie, s'est trouvé déchiré. Suis-je blanc? Suis-je nègre? Et je suis les deux et je suis aucun des deux. J'ai réuni ça, pas dans une philosophie ni une théorie, mais dans une, comment dirais-je, une espèce de vade-mecum, manière de penser qui m'aide. Je dis, j'ai plusieurs identités. J'ai mon identité originelle. Alors pour aller très vite, mon identité originelle, c'est de continuer à boire aux mamelles de la négritude. Parce que j'avais besoin de ça pour devenir indépendant, pour faire sauter la colonisation, pas simplement juridiquement, institutionnellement, mais aussi dans ma tête. Mais si je m'enferme là-dedans, la négritude, n'oublions pas, elle a été utilisée par Duvalier. Duvalier n'a pas fait de coup d'État. Duvalier est arrivé au pouvoir en utilisant le concept de négritude. C'est ce qui amènera plus tard De Pestre à dire justement adieu à la négritude parce qu'il avait vécu les conséquences dans sa chair. Et donc, si je reste dans cette identité originelle, où, comme les Lamentins, je remonte la source pour boire à la culture fondamentale, je deviens exclusiviste. Mais ça peut être non pas simplement contre les autres races, mais même à l'intérieur du petit espace qui est le mien, contre ceux qui sont de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté de la montagne, qui n'ont pas les mêmes tatouages que moi, et ça provoque effectivement des attitudes qui emmènent à ce qu'on a vécu, par exemple, au Rwanda. Donc, je vais à ce moment-là, j'utilise ma deuxième identité, qui est mon identité internationale. C'est celle qui me fait revendiquer Matisse. Moi, je dis mes ancêtres les Gaulois, d'où le titre dans mes ouvrages, ma grand-mère bantou et mes ancêtres les Gaulois. Et Gaulois de toutes les races, et pas Vercingétorix. Mais Confucius est un Gaulois pour moi, est un de mes Gaulois. Socrate est un de mes Gaulois. Descartes est un de mes Gaulois, etc. Et puis enfin, ma troisième identité, c'est mon identité personnelle. Et c'est ce que j'aime dans le parcours de Tyrolien. C'est ce qui fait que même à l'intérieur de ma famille, qu'elle soit originelle ou internationale, je ne ressemble à personne. Même pas à mon frère jumeau. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui... Et alors ça, c'est très important, cette revendication, la dernière, pour un écrivain. Mais justement, l'écrivain peut écrire avec ses différentes identités. Et ce que vous recherchez, c'est écrire avec l'identité personnelle dont vous parlez, qui est en fait votre singularité. Avec les trois.
ce sont 3 cordes d'une guitare imaginaire. Je ne suis pas musicien, je ne sais pas s'il y a des guitares à 3 cordes, mais admettons qu'il. Alors, il faut jouer sur les 3 cordes. De temps en temps, l'une des cordes est plus utilisée que l'autre, mais il faut toujours veiller à l'harmonie et qu'aucune des cordes ne se casse. Romuald de Fonquois, sur cette question de l'essentialisme de la négritude. Je vais peut-être embrayer un tout petit peu sur la question de la musique. Ce n'est pas une question de guitare à 3 ou à 2 cordes. Il suffit d'en avoir une pour avoir plusieurs sons. Je crois que c'est sans doute ça qui est intéressant. Mais pour en revenir en fait à la question que vous formuliez tout à l'heure, à partir de Senghor, je crois qu'il faudrait contextualiser. C'est vrai que quand on écoute un tout petit peu Senghor, on peut se dire, ah oui, mais comment écouter aujourd'hui, en 2014, un discours qui date du milieu des années 70, où il est en train de nous parler du blanc. Il dit, mais nous ne rions pas comme les blancs, nous ne sentons pas comme les blancs, le rythme des blancs n'est pas comme le nôtre. Enfin bon, oui, ça peut poser quelques petits problèmes. On se dit, c'est peut-être essentialiste. C'est vrai, sauf si l'on rappelle quand même que c'est le théoricien de la normandité. Il n'a pas inventé la wolofité, il a inventé la normandité quand même. Sauf si on se souvient quand même que c'est celui qui insiste sur la notion de culture différente. Nous avons des cultures différentes. Et il dit n'est pas, ne doit pas. Ah, ça fait déjà 2 choses différentes. C'est une culture qui n'est pas, mais ne doit pas. Donc on sait très bien que n'est pas, ne doit pas, ça fait quand même 2 choses totalement différentes. Pourquoi est-ce que j'insiste sur la notion de contextualisation ? Parce que précisément, pour pouvoir comprendre l'importance ou l'insistance qu'il accorde à la notion de culture pour comprendre la négritude, je dis bien de culture, il faudrait se souvenir qu'il voudrait se dégager, un peu comme Tyrolien, de la notion d'exotisme aussi. Il voudrait se méfier de l'enfermement du ghetto, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Et il dépasse, c'est son droit, et ça a été toujours la logique de Senghor, il dépasse cet enfermement par la notion de culture, qui pour lui est une culture nègre, pour reprendre son expression, mais cette culture nègre est une culture de civilisation universelle. Alors, chez Senghor, ça fait toujours 2 choses qu'il faudrait mettre ensemble. Une culture de civilisation universelle, ça veut dire non seulement une culture qui est reconnue comme étant fabrication par des hommes, la culture est faite par les hommes, c'est toujours ce qui se met sur la nature, de toute façon, et cette culture est faite par des hommes qui sont des hommes nègres, qui ont une conscience de ce que c'est que leur culture nègre, venant d'un continent qui est l'Afrique, noir, avec un certain nombre de caractéristiques de culture qui existent non pas en soi, mais qui existent parce qu'on leur a dénié toute existence. C'est-à-dire qu'il fait ici une affirmation de la culture parce que la culture nègre a été refusée. Il fait une affirmation de la culture parce que cette culture a été déniée. Il ne la fait pas parce qu'il s'agit d'essentialisme, il la fait par revendication. Donc en fait, il revendique quelque chose qui n'a pas été reconnu comme tel. Et en même temps, il joue, et on l'entend très bien dans ses propos, sur 2 choses assez simples, à savoir l'art, bien sûr, les sculptures, on l'entend très bien, et surtout la peinture. Alors évidemment, il évoque Soulages. Vous voyez bien au pied là, le tableau de Soulages. Alors quand on connaît très bien les rapports qu'il a entretenus, on le sait avec Soulages, on sait également que la découverte pour lui de Soulages a été un moment important dans sa vie propre, mais également un moment important dans son discours critique, parce qu'au fond, la peinture du noir de Soulages a bien montré que le noir n'est pas noir. Donc le nègre n'est pas nègre. Alors quand on regarde très bien la peinture de Soulages, on sait très bien qu'il peut mettre tous les types de couleurs possibles, mais le noir, c'est quoi ? C'est un peu compliqué à savoir, cette affaire de noir. D'où justement l'idée que le noir, c'est justement la représentation de l'universel, puisque le noir n'est pas une couleur. C'est QFD. C'est pas une couleur, mais bien sûr. Donc on voit bien que dans son discours, il y a cette sorte de revendication de l'idée selon laquelle la culture noire, c'est d'une certaine manière une part de la culture universelle, et peut-être même profondément la culture universelle. Et on ne peut pas, je l'avais déjà dit à un certain moment donné ailleurs, on ne peut pas tout à la fois reconnaître à l'Afrique noire d'avoir été le berceau de l'humanité, ce que les ethnologues nous ont appris, et dire en même temps qu'il n'y a pas de culture et de civilisation. C'est ça, en fait, la contradiction qui est celle de la civilisation occidentale, d'avoir découvert que c'est le berceau de l'humanité, donc tout nous vient d'Afrique, et d'autre part, de dire il n'y a pas de culture. Il essaie juste de réconcilier ces éléments-là, à savoir que l'Afrique est un lieu de culture, différente peut-être, ne doit pas être différente, alors qu'en fait, il sait très bien que cette culture-là doit être une culture universelle. Donc, elle n'est peut-être pas aussi différente que ça. Et donc, qu'en est-il aujourd'hui pour cette notion même de négritude ? Est-ce que, pour toujours cette question de savoir s'il faut maintenir cet appel à dépasser la négritude, est-ce que selon vous,
ces écrivains-là, revendiquaient cette négritude parce qu'à un moment donné, à une époque donnée, c'était utile pour une écriture stratégique telle que vous l'avez définie tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un sens à revendiquer cette négritude ou est-ce qu'il faut dire qu'elle est historiquement datée et que maintenant, c'est une autre forme d'écriture? Vous m'aurez posé la question avant-hier, pardon. Vous m'aurez posé la question avant-hier, je n'aurais pas fait la réponse que je vais vous faire maintenant. Avant-hier, j'aurais dit, ça va, c'est dépassé. Je vous dirais, après quelques essais qui sont en train de paraître en France, écoutez, bonjour la négritude. Il faut absolument redéfendre la négritude. Pas simplement parce qu'il s'agit de défense d'une race, d'une culture, d'une civilisation, mais c'est qu'au fond, un certain nombre de discours contemporains ressemblent assez étrangement au discours des années 30. Vous pensez à quoi? Suivez mon regard. Donc, il me semble que d'une certaine façon, un certain nombre de discours contemporains, je n'ai pas cité nos penseurs contemporains, n'est-ce pas? Ceux qui nous remplacent, nos Sartre et nos Aron, aujourd'hui, nous ramènent effectivement à un stade de la pensée qui, moi, m'effraie. J'ai l'impression qu'on est rentré en 1930, donc je dirais bonjour la négritude. Il faut absolument faire revenir dans le champ du discours politique, dans le champ de l'histoire des idées, la négritude. Non pas, une fois de plus, pour défendre une race, mais pour avancer l'idée qu'à chaque fois qu'une petite race est menacée ici, qu'on dit un peu de mal d'une communauté là, qu'on laisse tordre le cou à un Algérien, je ne fais que citer à Mamania Césaire, qu'ici, c'est un poids mort qui pèse sur l'humanité et sur la civilisation. Et je crois qu'en fait, la négritude est là pour ça, pour dire qu'il faudrait absolument qu'il ne pèse pas un poids mort sur la civilisation. S'il n'y avait pas eu ces discours contemporains, ça ne m'aurait pas gêné. Mais je pense qu'il est temps, effectivement, oui, de remettre au goût du jour la négritude. Henri Lopez. Moi, je pense que la négritude, ça fait partie aujourd'hui du patrimoine, d'abord, de tous les peuples africains. Et ça doit être, le message doit être promu sous cet angle-là. Mais c'est aussi le patrimoine de tout le monde, de toute l'humanité. Alors il faut faire comprendre. À un moment, il faut la dépasser, mais dans un moment dialectique qui n'est pas, comment dirais-je, d'une histoire vue linéairement. Ce que je veux dire, c'est que c'est dans un sens culturel, au sens... Je ne sais pas si les jeunes n'ont pas de mal à comprendre cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, je pense à des dialogues que j'ai avec mes petits-enfants, quand j'essaie de leur expliquer qu'il est important de lire, et pas de lire simplement des livres scientifiques, des journaux, de l'information, c'est qu'aujourd'hui, on a toute l'information qu'on veut rapidement. On sort son smartphone, on va sur Google et on dit « Grand-père, tu crois que je ne sais pas les choses, voilà, c'est ceci, ceci, cela. Pourquoi ai-je besoin de lire? Je le trouve tout de suite sur Internet. » Mais je le trouve, mais je n'ai pas la dimension historique. Je ne sais pas ce qui s'est fait avant. Je crois redécouvrir l'Amérique à chaque fois. Or, la négritude, c'est un peu comme ça. La négritude ne se conçoit pas si on l'étudie de manière isolée. Il faut la voir dans son dépassement et dans sa genèse, expliquer pourquoi elle a été compréhensible. Trouver la négritude dépassée aujourd'hui serait comme trouver Platon dépassé ou bien la connaissance du mouvement de la Pléiade pour vous de dépasser. C'est quelque chose à laquelle on doit revenir constamment. Alors vous me direz que chez les anglophones africains, c'est quelque chose qui passe difficilement. Pourquoi? C'est une question de sémantique, à mon avis. Parce que, effectivement, il n'y a pas vraiment la nuance de noir-nègre dans la langue anglaise. Bon, bien sûr, il y a nigger, etc. Bon, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je risque de me perdre. Je ne suis pas spécialiste de linguistique. Mais puisque vous êtes dans les distinctions linguistiques quand même et que vous en appelez à continuer à lire une certaine littérature, je propose qu'on écoute un extrait tout de suite pour rester dans la négritude et glisser vers la notion de métissage aussi que l'on va aborder dans un instant grâce à un extrait d'un ouvrage qui s'intitule « Sur l'autre rive ». Et donc vous êtes l'auteur, Henri Lopez, et qui commence avec une phrase aux échos étrangement proustiens. Écoutez. Longtemps je fus Madeleine. Déjà c'était un maquillage, car c'est sous le prénom de Marie-Madeleine que je figure dans le registre de l'état civil de Madingo. J'ai supprimé Marie quand père a obtenu sa mutation pour Brazzaville. Je voulais ainsi mettre un terme au colibé dont j'étais l'objet depuis le jour où, à la leçon de catéchisme, la sœur nous avait conté l'histoire de Marie-Madeleine la pécheresse.
C'est en remplissant mon dossier d'entrée au lycée que j'officialisais mon nouveau patronyme. Qui donc aurait vérifié? Nous vivions alors dans un pays où le changement d'identité était monnaie courante, et en tout cas plus facile à réaliser que l'obtention d'un divorce ou l'autorisation d'un visa de sortie du territoire. Que de noms d'abord européanisés quand la mode était de franchir la ligne, changer de statut, s'identifier à un champion ou à une vedette. Que de noms plus tard africanisés, authentifiés pour, au contraire, prouver son nationalisme. Mes parents n'en firent même pas cas. Ils préféraient m'appeler par mon nom traditionnel, Ngambu, c'est-à-dire la seconde des jumelles. Découvrant ma tricherie, ils eurent un sourire de bienveillance. Quelle importance, les noms des Blancs. Marie-Ève est venue bien plus tard. Marie pour revenir à la source de mon être, Ève en souvenir de ma jumelle. La fièvre typhoïde nous l'a arrachée quelques jours après notre arrivée à Brazzaville. Pour compliquer l'ensemble et brouiller les pistes, je signe mes toiles du nom de Mapassa, les jumelles en lingala. Ce dédoublement est à sa manière une certaine fidélité. Déjà, dans ma vie antérieure, je ne signais pas Madeleine, mais M.A., mes anciennes initiales, comme si je me plaisais à multiplier les mystères autour de moi. Ça c'est la chanson de Kokumo, il l'a chantée dans le métro des quartiers chauds de Chicago. Moi je suis négro et je suis beau, il n'y a Ogolun à Koro. On dit qu'un négro n'est jamais beau, moi je suis négro et je suis beau. Je suis négro et je suis beau, c'est Johnny Elwood qui chante cette chanson. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le 4e et dernier temps de notre série d'émissions consacrée aux philosophies et pensées d'Afrique. Et pour l'occasion, nous parlons de négritude et métissage en compagnie d'Henri Lopez, l'écrivain, homme politique et diplomate congolais, ambassadeur du Congo en France depuis 1998, ainsi que de Romuald Fonkoa, professeur de littérature francophone à l'université Paris 4 Sorbonne, où il dirige le Centre d'études internationales, le Centre international d'études francophones. Et je suis négro, black de peau, black to the go, une peau mélaninée à gogo. Ça se voit, de près ou de loin, de jour comme de nuit, surtout dans le noir. On dit qu'un négro c'est toujours un petit macro, toujours un petit escroc, toujours un petit rigolo, toujours un petit gigolo, qui n'aime que le papio. Moi je suis négro et je suis réglo. D'ailleurs je suis négro et je suis beau. Il y a Ogolun à Koro, la tête du négro comme la noix de coco. La fin du texte que nous venons d'entendre, donc l'extrait de Sur l'autre rive, où le narrateur, d'ailleurs, qui s'appelle Madeleine, enfin qui longtemps fut Madeleine et qui montre comment elle a essayé de changer de prénom, dit qu'elle se plaisait à multiplier les mystères autour d'elle. Rappelle, c'est une phrase d'Édouard Glissant, je crois, qui en appelle à un droit à l'opacité. Comme si, derrière cette revendication d'identité qui passe par l'affirmation d'une négritude ou même, pourquoi pas, d'un métissage qui vient complexifier la notion d'identité, il ne fallait pas y entendre une affirmation de transparence ou de plein absolument rempli, mais aussi un espace qu'on va dégager, un espace de trouble, un espace d'hybridation, un espace de complexité où l'identité ne serait jamais figée. C'est cela qui importe finalement, j'ai l'impression, plus que les termes qu'on y accole. C'est le fait que l'identité puisse être mobile, mouvante et ménager une certaine part de mystère, ce qui en fait un sujet du coup d'écriture absolument parfait. Henri Lopez. Je crois que si j'avais écrit le texte auquel j'ai fait allusion tout à l'heure de mes 3 identités aujourd'hui, j'aurais appelé cela mes 3 appartenances, pour éviter des connotations politiques auxquelles on a tendance à se référer. Bon, je ne suis pas un théoricien. Pour moi, le métissage, c'est une question existentielle. Comment dirais-je, ça me gêne de parler de ma vie, mais après tout, pourquoi pas. Et ça a été pour moi un point d'interrogation longtemps. Une partie de ma famille blanche, une partie de la famille noire,
Et où se situer là-dedans? D'autant que je vivais dans un contexte où être blanc ou noir changeait votre sort. Il y avait le quartier blanc à Brazzaville et le quartier noir. Et à Kinshasa, où je suis né, c'était encore plus marqué. Donc, où se situer là-dedans? Et je nais dans un monde où il y a le racisme anti-noir. Et les métis sont mis dans le quartier indigène. Et quand j'arrive en France, jeune lycéen, c'est une hantise. La première nuit, je me dis, qu'est-ce que je vais prendre? Je suis le seul noir au dortoir. Et très rapidement, je joue au football avec des blancs qui ressemblent aux petits blancs qui étaient racistes dans mon pays. Et ce ne sont plus les mêmes. Et alors, tout cela crée un véritable kaléidoscope dans ma tête et j'ai du mal à remettre tout cela en forme. Donc, le métissage aujourd'hui est à la mode. Il y a même un métissage frivole. Et c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que être métis, à une époque, a constitué un chemin, un véritable calvaire par lequel il fallait partir. Et pour retrouver, garder, pas l'étoile polaire, la croix du Sud, toujours pour se guider, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, la notion de métissage, à mon avis, a totalement changé. Aujourd'hui, les métis ne sont pas des gens qui ont la peau café au lait. Il y a des métis blancs, il y a des métis noirs. Parce que le mariage ou la confrontation des cultures, dépeignez cela comme vous voulez, dépasse ces phénomènes. Un jeune noir qui naît en France, à Lille, mettons, eh bien, il peut être métis. Et idem pour quelqu'un d'apparemment blanc, au fond, c'est le descendant du personnage de « J'irai cracher sur vos tombes ». Romuald de Fonquois. Oui, je pense que la notion de métissage, donc je ne suis pas écrivain, comme vous l'avez sans doute compris, hein, donc je ne vais pas faire comme Henri Lopez, c'est-à-dire évoquer l'histoire justement de son métissage personnel qui donne lieu effectivement à ces belles lignes que vous avez lues. Mais ce que je retiens de ce que vous avez dit, effectivement, c'est la notion de dédoublement d'identité, ce qu'ils viennent d'appeler ici appartenance, qui vient sans doute rappeler une chose qui avait été complètement oubliée dans l'histoire des idées, en allant un peu vite, à savoir que le métis a été, dans l'histoire des idées en Occident, et à cause de l'esclavage et de la colonisation, un personnage monstrueux. Parce que issu de la race blanche et la race noire, on ne sait pas très bien comment le situer, avec effectivement des connotations qui sont en plus des connotations alimentaires. Une version du métis, c'est le mulâtre, c'est le mulet, c'est un animal, donc on voit très bien qu'il y a une sorte de marginalisation de ce personnage. Mal tissé. Oui, c'est ça, métissé, mal tissé, effectivement, oui, mis au banc d'eux. Il y a eu toujours cette notion qui est liée au métissage. Donc, quand on regarde en plus l'histoire de la colonisation, on sait que dans la plupart des pays en Afrique noire, il y avait ce qu'on appelait l'orphelinat des métis. L'orphelinat des métis, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, c'était bien connu, où des enfants qui étaient issus des fautes commises par les Européennes et les Africains se retrouvaient non pas chez les Africains et chez les Européens, mais dans un orphelinat. Donc, n'ayant pas justement de parents. Et donc, institutions créées par des religieuses un peu partout et qui ont permis en quelque sorte de sauver, entre guillemets, n'est-ce pas, ces enfants de la vindicte noire et de la méconnaissance blanche. Donc, c'est quand même des personnages qui sont un tout petit peu hors lieu. C'est très bien décrit. Mes parents ont été élevés dans ces orphelinats. Et donc, du coup, cette notion justement de métis est liée précisément dans l'histoire à la marginalisation. Vous rappelez tout à l'heure Glissant, avec son droit à l'opacité. Et je pense que d'une certaine façon, l'un des problèmes que pose justement le métis dans l'histoire de la colonisation et dans l'histoire de l'esclavage, c'est d'être une sorte de non-lieu, une sorte de hors-lieu.
pour toutes les communautés. Et il ne faudrait pas penser que l'Afrique noire, de ce point de vue, a été meilleure que l'Occident. Hein. Pas du tout. Non. Les métis en Afrique noire étaient tout aussi dangereux pour la société africaine qu'ils pouvaient l'être pour les sociétés occidentales. Mais ce qu'ils apportent précisément par cette nouveauté qui apparaît et qui est une sorte d'imprévu, pour reprendre une expression que j'emprunterai à Édouard Glissant, l'imprévisibilité effectivement de la colonisation, c'est d'avoir inventé cette catégorie que personne n'attendait. Donc le droit à l'opacité supposerait effectivement que cet individu métis vienne avec son obscurité, vienne avec son histoire méconnue, vienne avec son histoire inconnue, puisque c'est une histoire qui est issue non pas simplement des deux communautés dont il est issu, mais du mélange de ces deux communautés. Le problème de l'opacité, c'est qu'est-ce qui a été mélangé exactement et qui vient des deux côtés ? Les côtés positifs ou bien le côté négatif? C'est le grand problème, hein, c'est le grand débat autour du métissage. Est-ce que c'est plutôt les parts négatives qui vont se retrouver dans cet individu ou bien c'est les parts positives? Ça pose des problèmes. C'est pour ça en fait que c'est un monstre potentiel, enfin dans l'esprit des communautés qui l'ont fabriqué. En plus, et c'est là que le droit à l'opacité est assez intéressant, c'est que le métis apporte quelque chose de totalement nouveau dans la compréhension que l'on peut avoir des communautés. Ici, il y a des communautés, si j'ose dire, monolingues, monocolores, disons monoculturelles, pour parler un peu comme Glissant. Et là, le métis vient avec quelque chose qui est multiple, multicolore, multiculturel, et qui démultiplie à la fois les dimensions qui sont des dimensions positives et des dimensions qui sont des dimensions négatives. Et c'est peut-être la raison pour laquelle l'un des apports du métissage dans l'histoire des idées, c'est sans doute de permettre de décloisonner les différentes sociétés qui ont été à l'origine de sa propre fabrique, de sa propre fabrication et bien de sa propre création. Et en décloisonnant ainsi ces sociétés, il peut être à la fois le truchement de ces deux sociétés, bien sûr, passant de l'un à l'autre, du blanc au noir, du noir au blanc, étant en quelque sorte le trait d'union entre l'un et l'autre, mais étant précisément, parce qu'il est le trait d'union, dangereux pour l'un comme pour l'autre. Et l'exemple le plus évident, c'est Haïti. C'est la révolution haïtienne. C'est que la révolution haïtienne est une révolution qui est justement faite, on le voit très bien, par les métis. C'est eux qui sont justement à l'origine de la révolution haïtienne, parce qu'ils connaissent très bien, si j'ose dire, les deux côtés de la fable, le côté noir et le côté blanc, parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent être protégés par le côté noir et par le côté blanc. Et même si on sait très bien que dans le cas de la révolution haïtienne, c'est plutôt avec le concours des esclaves nègres que la révolution va être faite, mais elle est quand même initiée, qu'on le veuille ou non, par les mulâtres et par les métis, et qu'au fond, la société haïtienne sera gouvernée effectivement par les mulâtres et par les métis, jusqu'à Duvalier, qui viendra, bien sûr, grâce à la négritude ou à cause de la négritude au choix, remettre en quelque sorte les tontons macoutes à l'honneur pour le grand malheur d'Haïti. Mais on voit bien que, d'une certaine façon, s'il n'y a pas le mulâtre, s'il n'y a pas le métis, donc il connaît très bien à la fois le côté européen et le côté africain, le côté blanc et le côté noir, il n'y a pas justement de révolution. Il y a une révolution dans le métissage que l'on trouve, bien sûr, n'est-ce pas, aujourd'hui dans la littérature comme étant une dimension qui est une dimension positive. Alors on parle effectivement de métissage culturel. Merci beaucoup, on pourrait continuer à discuter pendant des heures. Je vous salue, je vous remercie quant à moi d'avoir participé à cette émission et je remercie le public qui était présent au cours de cette discussion. Vous pouvez les applaudir. Et je rappelle que donc de vous, Henri Lopez, on a entendu un extrait de Sur l'autre rive, un de vos romans. Il y a aussi le chercheur d'Afrique, un enfant de Poto-Poto, Négritude et négrologue de Stanislas Perrault-Adotevi, qu'on trouve au Castor Astral. Et Romuald de Fonquoy, quant à vous, vous avez publié en 2013 un ouvrage consacré à Aimé Césaire qui vient de reparaître en poche chez Perrin Complexe. Kade mache ti peyi mwen adye ou, kade mache ti peyi mwen ou adye ou. Réactionnaire, mache fait kwe, rien exode, ad nèg l'esprit. C'est dans concert, peuple haïtien, pas gen l'école, pour l'y aller. Y'a dévoré, yo espéré, n'a pas toujours répété. Kade mache ti peyi mwen adye ou, kade mache ti peyi mwen ou adye ou. Kade mache ti peyi mwen adye ou, kade mache ti peyi mwen ou adye ou. Réactionnaire,
après montrer. Ça c'est Milad, ça c'est Negnouen. C'est l'enconcer, y'a divisé. Yo ka camper ou commander. Y'a des volets, yo espéré, y'avait toujours été quelqu'un. Y'a des marchés, ti pays, moi, adieu. 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 Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver comme tous les jours Géraldine Mosna-Savoie. Géraldine qui cette semaine donne la parole aux philosophes qui pensent le droit. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Au programme encore aujourd'hui, la philosophie du droit, l'autre thème à l'honneur de Cité Philo, et donc aujourd'hui le philosophe Emmanuel Pasquier qui intervient pendant le festival et qui est l'auteur de Genève à Nuremberg, Carl Schmitt, Hans Kelsen et le droit international, paru aux éditions Classique Garnier. Il nous parle cette fois-ci du philosophe Carl Schmitt et de sa théorie du droit international, de nouveau au cœur des interprétations philosophiques. Chez Schmitt, qui a réfléchi surtout dans l'entre-deux-guerres, en fait, il y a d'abord un idiomatisme de Schmitt, c'est-à-dire qu'il y a un contexte de sa réflexion qui n'est pas transposable directement aujourd'hui, comme on a parfois, à mon avis, un peu trop tendance à le faire. Et je pense que la notion d'une actualité de Carl Schmitt doit être mise avec un point d'interrogation et doit être traitée avec des nuances. Cela dit, mon sentiment, c'est qu'il y a des formes d'analogie entre la période d'avant la guerre froide et la période dans laquelle nous sommes d'après la guerre froide, qui fait qu'il y a une résurgence d'un certain nombre de thématiques qui ont pu être celles de Carl Schmitt, en particulier en tant qu'il était critique de la SDN, puis de l'ONU naissante, et qu'aujourd'hui les institutions internationales, et notamment aussi la notion de la justice internationale, a pris beaucoup d'ampleur, et que les questions qu'il pose à ce sujet peuvent être revisitées. Voilà la critique qu'il peut faire de l'instrumentalisation de la justice internationale, de l'instrumentalisation des institutions internationales en général, la critique, je dirais, d'une idéologie universaliste qui en fait masque, disons, plus ou moins bien des stratégies impériales. Et il dit une phrase qui personnellement m'intéresse beaucoup, que la politique internationale n'a pas pu finalement se passer du canal étroit de la légalité étatique, et que par conséquent, quel que soit, alors lui il ne le dit pas comme ça, mais quels que soient les fantasmes qu'on peut avoir à propos de la mondialisation, de l'unification du monde, de la figure de l'État, alors pas de l'État tout seul en fait, hein, mais de la structure interétatique du monde comme structure d'intelligibilité des relations internationales, reste quelque chose de primordial. C'est ce genre de phrase effectivement que personnellement je retiens de Schmitt. Ça, et puis aussi son souci d'avoir une réflexion qui est interdisciplinaire et de ne pas se laisser arrêter dans sa réflexion pour essayer de saisir le réel par le fait qu'il y a des problèmes qui seraient purement juridiques, des problèmes qui seraient purement économiques, des problèmes qui seraient purement politiques, comme si les sciences définissaient des champs du réel qui seraient eux-mêmes autonomes les uns par rapport aux autres. Et il a un souci du réel qui me paraît proprement fécond. Merci beaucoup Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Demain, je recevrai Henri Atlan, le biologiste et philosophe, qui viendra parler de son livre Croyance au pluriel, Comment expliquer le monde, qui vient de paraître aux éditions Autrement. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page du Nouveau Chemin. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et surtout, vous pourrez la podcaster, c'est-à-dire la télécharger, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Mais pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h54. C'est l'heure de retrouver sans plus attendre Christophe Onodibio pour le temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.